Bonjour, je m'appelle Claire Pétro, mais aussi Claire Leclerc. J'ai 28 ans et je suis entrepreneuse, créatrice des Pépites Vertes, un média digital lancé en 2020 qui donne la parole à différents jeunes salariés de la transition écologique afin d'aider les étudiants et étudiantes à s'orienter à leur tour. J'ai décidé de lancer les Pépites Vertes pour parler des métiers et industries qui se transforment. Les métiers et industries qui se transforment, c'est là que commence la nouvelle série de podcasts de KPMG, l'autre podcast. Devenue entreprise à mission en 2022 avec une nouvelle expérience collaborateur différenciante, l'autre contrat, les équipes de KPMG sont venues à ma rencontre pour me proposer de poser mes questions en toute transparence afin d'essayer de comprendre comment l'entreprise opère sa transformation avec ses talents face aux grands défis de ce monde. J'aurai la chance d'être votre commandante de bord tout au long de cette série de podcasts pour questionner, challenger et décrypter les engagements autour de l'entreprise à mission, de cet autre contrat passé avec les candidats, de l'impact environnemental de l'entreprise, de son rôle vis-à-vis de ses clients, ou encore de la place des jeunes. On y va ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous écouter en direct de Change Now, le plus grand événement mondial des solutions pour la planète, où j'ai la chance du coup de pouvoir animer un épisode spécial du podcast KPMG en bonne compagnie. On va parler de ce sujet de la transition écologique, de l'impact sociétal et environnemental et se poser la question de la limite avec le greenwashing, l'impact washing et le potentiel sur ce fait que produire du contenu, toucher les audiences, ça peut accélérer, je crois, la transition écologique. Pour en parler aujourd'hui, Carla Monzali, bienvenue à toi. Merci beaucoup Claire. Carla, du coup, tu es consultante RSE chez KPMG et puis tu as une deuxième casquette. Tu es aussi la cofondatrice de Paye ton influence, un collectif qui vise à justement accompagner le secteur de l'influence à se poser la question de son impact et puis le réduire. Mamadou Dembélé, tu es à mes côtés aussi. Tu es investisseur à impact, donc tu as cette première casquette-là de ton côté, qui d'ailleurs t'a fait passer, je crois, par les Pépites Vertes au tout début. Et puis en parallèle, tu es créateur de contenu sous un blaze qui s'appelle Impact Story. Bienvenue à toi. Merci à toi pour l'invitation. Peut-être je vais commencer par toi, Carla. On parle d'influence, mais dis-moi, c'est quoi un influenceur ou une influenceuse ? Alors, pour moi, avant de parler d'influenceurs et influenceuses, l'influence, c'est quelque chose de très large. Ça regroupe beaucoup de choses. L'influence, elle est sur les réseaux sociaux, mais elle est aussi dans la vie, avec notre entourage, nos amis, nos collègues, notre voisin qui peut nous recommander quelque chose. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe un peu partout. Et c'est pas quelque chose de récent. Ça date d'il y a au moins 100 ans, puisque à l'époque, c'était les personnalités publiques, les célébrités, les athlètes qui faisaient de la promotion de produits dans les magazines ou à la radio. Donc c'est pas quelque chose de nouveau finalement. Mais aujourd'hui, ça a pris une nouvelle dimension avec ce qu'on appelle l'influence marketing. Donc c'est le fait d'avoir un marketing qui se fonde sur des leaders d'opinion qui vont promouvoir un produit, une idée et qui va faire une recommandation. Donc c'est ça un peu la distinction et ce qu'on observe aujourd'hui dans l'influence. Ok, merci Carla. Question pour toi Mamad, on se connaît depuis un moment. Je vais t'appeler Mamad si ça t'embête pas, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle. Quand est-ce que tu as commencé ? Je te suis depuis le début. Tu crées du contenu, je me rappelle au tout début, tu avais 5000 abonnés. Aujourd'hui, c'est combien ta communauté ? Tout confondu, c'est 500 000. Ouais, c'est pas mal, hein ? Incroyable, oui. Bravo. Sur des sujets d'impact, justement. Et donc, quand est-ce que tu as commencé à te dire, OK, ça y est, ce mot-là, ce gros mot presque, influenceur, ça me correspond, ça me définit ? Du coup, pendant longtemps, je me définissais pas comme un influenceur. Et surtout, quand on commence, on a vraiment du mal avec cette casquette. Quand on parle d'influenceur, on a toujours en tête les plus gros influenceurs. Et moi, du coup, ça s'est fait vraiment en plusieurs étapes. Au tout début, c'était via l'entourage. Et donc, au début, tu les prends pas au sérieux. Et tu dis, bon, OK, il dit ça pour rire parce que c'est marrant. Deuxième étape, ça s'est fait quand j'ai commencé à recevoir des messages où les gens étaient touchés par le contenu que je proposais, quand je voyais que ça pouvait les impacter dans leur vie quotidienne. Donc là, je me suis dit, OK, donc là, c'est pas forcément les potes, c'est vraiment des gens que je ne connais pas qui peuvent être touchés, qui peuvent vouloir rejoindre des organisations que je promeus sur les réseaux sociaux. Enfin, ça a un impact qui est beaucoup plus concret que moi, tout seul dans ma chambre. Et la troisième étape, en fait, c'est un peu comment on appelle ça, des vanity metrics, mais c'est quand j'ai passé les 100K sur Insta, c'est là où je me suis dit, OK, en fait, j'ai beau dire que je suis pas un influenceur, statistiquement, ça l'était plus. Donc voilà, grosso modo. Tu voulais ajouter un truc ? Non, je te voyais reprendre ton micro. Non, c'est super intéressant de voir la gradation et le chemin un peu, parce que moi, je me considère pas comme influenceuse, malgré que je sois cofondatrice de Paye ton influence, mais là, c'est trop cool d'avoir les coulisses, en fait.
Exactement. Et après, tu sais, il y a aussi le terme influenceur, créateur de contenu. Je sais pas si on a prévu d'en parler, mais pour beaucoup, moi je préfère dire que je suis créateur de contenu parce que créateur de contenu, ça renvoie plus à du contenu éducatif, informatif ou lié à autre chose, alors que l'influence en général, dans la tête et dans l'imaginaire commun, c'est vraiment promouvoir son mode de vie, c'est vraiment très tourné autour de la personne. Lifestyle, etc. Ouais. C'était le mot français en fait, mode de Ouais. vie. Déjà lifestyle, je me suis dit bon, j'essaie d'être français. Et voilà. grosso modo. Ok. Je peux aussi d'ailleurs témoigner de mon côté. Influenceuse, pour moi, c'était vraiment un gros mot. C'était presque une insulte quand mes potes ils me disaient « Ah, l'influenceuse », je le vivais hyper mal. Et le jour où je me suis dit « Mais attends, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir un impact. » Et si ça existait, l'influence positive, j'ai commencé à dire « Oui, je suis influenceuse. » Et je le dis, bon, avec une petite voix encore, mais de plus en plus. Et pareil que toi, j'aime mieux créatrice de contenu. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi la créativité qui s'exprime un peu plus que dans le mot influence. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que, comme je l'ai dit, je t'ai rencontré au début avec cette double casquette. D'un côté, le soir, le matin, le week-end, tourne et monte des vidéos. Et en journée, va à la rencontre de plein d'innovations, cherche à financer des innovations à fort potentiel. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé d'avoir cette double vie ? Alors, du coup, ça s'est fait étape par étape. Ouais. Donc, moi, de base, je voulais faire quelque chose qui ait du sens et je pense que c'est aussi lié à notre génération. Moi, c'était particulièrement les causes sociales qui m'animaient de base. Par mon parcours, j'ai vécu dans des milieux très différents. Donc, je m'étais un peu destiné à une carrière en finance parce que j'ai fait un master en finance. Sauf que, du coup, comme je faisais un stage dans une grande banque française, un jour, il y a eu une énorme manifestation de Greenpeace qui bloquait les tours. Et c'est la première fois que j'ai été confronté avec l'écologie, mais dans mon quotidien, et que l'écologie s'immisçait dans ma vie tous les jours. À partir de ce moment-là, je commençais à me demander c'était quoi le lien qu'il y avait entre écologie et finance. Et en fait, lors de cette manifestation, j'ai pu échanger avec une activiste en particulier. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Et je me suis dit, en fait, moi, je fais de la finance, mais peut-être que je peux faire de la finance qui est plus utile. Et donc, je me suis orienté vers de la finance à impact, donc c'est-à-dire financer des projets qui ont un sens écologique et social. Et ensuite, j'ai toujours été aussi passionné par la vidéo. Dans mon université, je faisais partie de l'association de vidéo, je faisais vraiment des vidéos tout le temps. Je me suis dit, ok, j'aime bien aussi les vidéos. Je vois passer des projets à impact positif tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire avec cette double compétence ? Je vais faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment partie de moi, ce que j'aimais, ce que je pouvais faire. C'est un peu l'ikigai, vous voyez ? Voilà. Tu peux rappeler ce qu'il y a dans l'ikigai ? Il me semble que l'ikigai, c'est vraiment aligner ses compétences, ce qu'on aime. Ouais. Et c'est un peu ça. Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Ouais. Voilà, exactement. Vous connaissez. Donc c'est un peu mon ikigai et je pense que on a tous son ikigai. Toutes les deux aussi, vous l'avez. Donc voilà. Ok, merci Mamadou. Ça nous fait une petite passe décisive vers l'ikigai de Carla, qui mélange du coup aussi peut-être compétences, ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu peux être payé. Pourquoi tu as choisi cette double casquette insideuse chez KPMG en tant que consultante sur les sujets RSE et en parallèle de maintenir ton engagement à Paye ton influence ? Alors moi j'ai fait des études de commerce et j'ai fait une spécialité en conseil parce que justement je voulais toucher à différents sujets, bien entendu dans l'ESG et dans la RSE, donc tous les sujets qui traitent de la transition écologique. Et je voulais rejoindre un cabinet qui avait dans ses convictions, donc au cœur de sa stratégie, les enjeux ESG, mais qui ne soit pas forcément spécialisé dans les enjeux ESG, donc qui est par exemple d'autres métiers, donc comme l'audit, l'IT, la finance, et qui justement souhaite diffuser dans ces métiers les enjeux de la transition écologique. Pourquoi ? Parce que tous les métiers vont devoir évoluer, parce qu'ils seront tous impactés par le changement climatique et par tous les enjeux qu'on connaît et auxquels on doit faire face. Et KPMG, justement, répondait à cette attente à travers ses engagements et sa démarche dans la société à mission. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal interpellée à l'époque quand j'ai postulé. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint KPMG. Et ensuite, pour Paye ton influence, c'est quelque chose que j'ai commencé pendant mes études. Avant ça, j'étais à Pour un réveil écologique, donc un collectif qui est né en 2018, qui avait fait pas mal de bruit à l'époque à travers son manifeste. Et c'était super important pour moi de garder ça parce que ça fait partie de ma personnalité et ce qu'on a fait avec Amélie Deloche du coup qui est également cofondatrice de Paye ton influence, ça a bien pris et c'est pour ça que voilà, je continue parce que c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Ok, excellent, hyper inspirant tous les deux, merci de nous partager ces coulisses. On touche du doigt notre sujet, l'influence. Je vais commencer par toi Carla. Pourquoi est-ce que les influenceurs influencent ? Qu'est-ce qui se passe chez les audiences qui fait que Mamadou nous dit ça c'est bien, on va se dire ah bah ok, faisons-le. Je sais pas si c'est comme ça que ça marche, tu nous raconteras. Ouais, bon, Mamadou, tu me dis si je me trompe, mais les influenceurs, c'est pour certaines personnes la première personne qu'ils vont voir en se levant, en prenant leur téléphone.
c'est la dernière personne parfois aussi, en allant juste avant d'aller se coucher. Donc, ils sont présents dans nos quotidiens. Il y a cette relation parasociale qui va se créer, c'est-à-dire que l'influenceur en fait va devenir un peu notre ami, mais c'est une relation à sens unique parce que nous on le voit mais lui il nous voit pas. Donc je sais pas si ça t'est arrivé dans la rue que des gens t'interpellent comme s'ils te connaissaient et donc du coup cette relation là fait que on a confiance en eux. Pour nous, ils ont de la crédibilité. Et parfois, comme on a confiance en eux, ce qu'ils vont nous recommander, on pensera que ça sera positif, même si des fois, ça peut être négatif. Et ça viendra de fait avec une responsabilité, évidemment. On en parle après. Mamadou, c'est quelque chose que tu vis, ressens, ce côté, quand je parle, effectivement, ça a un impact sur les gens. Ce que tu as dit là sur le fait qu'il y ait une relation parasociale, je pense que c'est tout à fait vrai. Enfin, moi, du coup, je suis des influenceurs. Comme je les suis tous les jours, j'ai l'impression de les connaître. Mais du coup, j'ai aussi l'autre côté. Et c'est marrant, mais par exemple, la semaine dernière, 2 fois au resto, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, mais c'est trop bien ce que tu fais, etc. » Et à un moment, j'ai grave discuté avec une dame, en l'occurrence, et qui m'a vraiment dit ça. J'ai l'impression de te connaître, je te vois passer tous les jours. Oui. Et donc, je pense que c'est ça, c'est vraiment cette régularité dans le quotidien des gens, et même si ça dure pas forcément très longtemps, c'est dû à ça, quoi. Ok. Ça va de fait avec une responsabilité, je le disais. Et il y a plusieurs sujets et plusieurs parties prenantes qui partagent cette responsabilité. C'est pas que aux créateurs d'avoir ce rôle de responsabilité. On va venir dessus juste après. Avant ça, moi, j'aimerais savoir, Carla, comme vous avez été avec Paye ton influence et Amélie Deloche, ta cofondatrice, impliquée beaucoup par le gouvernement lorsque un cadre réglementaire a été déployé, développé, travaillé. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est sorti de la loi influenceur, c'était 2022, 2023, oui. Et dans quelle mesure est-ce que cette loi influenceur, elle fait écho peut-être à la loi climat et résilience, à la loi sur la fast fashion, et comment ça encadre l'industrie? Oui, alors donc il faut savoir que cette loi, elle arrive dans un contexte assez particulier, contexte médiatique où il y a pas mal de scandales, d'arnaques d'influenceurs qui sont révélés donc à travers des placements de produits. À ce moment-là, ça fait beaucoup de bruit et donc le gouvernement s'intéresse à cette thématique et va lancer des groupes de travail. Je ne sais pas si d'ailleurs tu en as fait partie, de janvier à mars. Voilà, on était sollicités toutes les semaines et plusieurs parties prenantes étaient là autour de la table et donnaient son point de vue. Et donc à ce moment-là, le travail a été fait et en juin, cette loi a été adoptée à l'unanimité. Donc en fait, c'est une loi sur l'influence commerciale qui encadre l'activité commerciale. Et donc elle a 4 grandes thématiques: la protection du consommateur, la protection de la propriété intellectuelle, la gouvernance du secteur et enfin tout ce qui est obligation du secteur et donc des influenceurs. Donc il y a ces 4 thématiques-là. Et en fait, on se rend compte que il manque quelqu'un à l'appel, c'est les enjeux écologiques. Donc là, clairement, on s'est dit, mais pourquoi ça y figure pas? Donc en fait, c'est parce qu'il fallait d'abord réglementer toute cette partie-là. Donc forcément, on peut se dire que la réglementation est en retard, mais on ne pouvait pas exiger de l'influence ce que la publicité ne fait pas encore. À ce titre, il y a un amendement qui a été déposé, qui a été rejeté, qui visait à interdire la promotion de produits incompatibles avec les accords de Paris. Mais ça nous donne espoir parce qu'on se dit que les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Tu parlais de la loi fast fashion, donc là qui a été adoptée récemment, pareil, à l'unanimité. Là, pour le coup, c'est une loi qui vise à limiter la surconsommation de la fast fashion, mais il y a quand même un impact sur l'influence parce que les grandes marques de fast fashion qu'on connaît comme Shein, Boo, ce genre de choses, ont eu un large écho sur les réseaux sociaux à travers des placements de produits. Et donc là, il y aura peut-être des impacts. Bon, c'est encore tôt pour le dire, mais on peut se douter facilement de la chose prochainement. Donc voilà, il n'y a pas d'interdiction au niveau écologique, si ce n'est les obligations de la publicité. Par exemple, tu vois, pour l'automobile, il faut la mention de l'étiquette, les émissions de carbone. Et par exemple, il faut la mention se déplacer moins pollué. Mais il n'y a pas d'exigence spécifique pour l'influence à ce stade. En tout cas, ce qu'on entend, c'est que voilà, les personnes sont en train de se réunir autour de la table pour avancer. C'est nouveau, c'est émergent, c'est en cours. Et côté créateur de contenu, de fait, comment est-ce qu'on se forme à ces enjeux-là? Donc toi, évidemment, c'est ton métier, la finance responsable. Tu as la possibilité d'aller rencontrer des porteurs de projets. Tu appréhendes les problématiques globales. Mais est-ce que tu as eu accès? Est-ce qu'il existe des choses qui t'ont aidé à monter en connaissances et en compétences sur l'influence responsable? Du coup, il y a eu la certification ARPP qui permet justement aux créateurs de contenu de se former sur justement l'influence marketing, mais aussi en prenant en compte les enjeux écologiques. Du coup, moi, par nature, comme je parle de projets qui sont en impact environnemental et social, je suis moins confronté aux problématiques que peuvent avoir d'autres créateurs, mais j'ai quand même passé la formation
Et ce qui est super intéressant, c'est il y a un point qui a attiré mon attention, c'était tout ce qui concernait les produits dits écologiques, responsables, durables, etc. Et il disait vraiment de faire attention à tous ces termes ultra marketing. Comme éco-responsable, éco-friendly. Éco-friendly, ok. Et donc ils en parlent, ils disent par exemple, si on vous dit qu'un shampoing est éco-friendly, faut totalement éviter ce genre de termes, il faut vraiment aller dans le concret. Ouais, carrément, la RPP, c'est l'agence de régulation professionnelle de la publicité, c'est ça, et qui de fait, par ce certificat et par ses recommandations, émet à destination des acteurs de l'écosystème des recommandations. Alors encore une fois, on est encore dans la recommandation, mais vu le certificat et la formation associée, ça aide quand même à monter en connaissance. Il y a un deuxième point sur... moi, j'ai participé à un week-end de formation avec l'ONG On est prêt, qui sensibilise pareil sur les enjeux écologiques. Et ils ont eu l'idée super de réunir dans une résidence des créateurs de contenu, une moitié qui était déjà plus ou moins engagée et l'autre qui l'était pas du tout, qui parlait de, je sais pas, d'humour ou de musique. Et donc, pendant ce week-end-là, on a eu une formation sur les enjeux liés au plastique. Enfin, je m'intéresse pas mal à ces sujets-là, mais j'ai appris pas mal de choses, et notamment sur les microplastiques, donc tous les microplastiques invisibles qu'on peut retrouver par exemple dans les vêtements. Et donc on a fait un truc super intéressant, c'est qu'on a testé nos cheveux à la pollution plastique. Excellent. Ouais, et l'angoisse, non, c'est trop, mais c'est bien de pouvoir se rendre compte. Bah ouais, parce que du coup c'est ultra théorique quand on parle de plastique ça et de pollution. Réel. Là ça devient ultra réel, et donc du coup j'ai dû couper une partie de mes cheveux. Bon, là c'était avant quand j'avais beaucoup de cheveux, parce que là je me suis coupé les cheveux. Et en fait ils ont testé 12 perturbateurs endocriniens, et moi j'étais contaminé à 9 d'entre eux. Et toutes les personnes qui ont effectué le test étaient contaminées entre 6 et 10 parmi les 12. Et donc là, en fait, on se rend compte que c'est ultra concret, que ça nous concerne tous. Et parce qu'en fait, ces microplastiques, on les retrouve dans les objets du quotidien, que ce soit les emballages alimentaires, les vêtements ou les cosmétiques. Enfin, du coup, c'est un autre type de formation avec On est prêt. Donc c'est ça, les initiatives se multiplient avec deux angles, comme on le disait. D'une part, les créateurs de contenu déjà engagés, comme toi et moi, Mamadou, et d'autre part, les créateurs et créatrices de contenu un peu plus classiques, entre guillemets, traditionnels sur leur sujet, et qui de fait vont avoir parfois du mal à savoir s'ils peuvent ou doivent parler de sujets écologiques, parce que c'est pas dans leur ligne éditoriale. À ce sujet, du coup, il y a en fait un terme qu'on n'a toujours pas nommé, qui est autour de la table depuis le début, c'est quand est-ce qu'on sait si on fait du greenwashing ou pas. Quels sont les éléments à notre disposition en tant que créateur de contenu et qu'annonceur pour éviter de tomber dans ce piège-là. Juste pour le rappeler, comment l'ADEME définit le greenwashing dans son petit guide anti-greenwashing, ça va être deux choses. Premièrement, l'utilisation de l'argument écologique alors que l'intérêt du produit ou du service pour l'environnement est minime, voire inexistant. Donc on a un sujet de taille de la couleur verte par rapport à la réalité du shampoing vert. Et puis un peu pareil sur la partie plutôt B2B ou entreprise, l'utilisation de l'argument de développement durable, alors qu'en fait la démarche initiée par l'entreprise, elle n'est pas mesurée, quantifiée dans le temps, alors qu'en fait on va en faire un claim ou un argument marketing. Ma question pour toi, Mamadou, pour commencer, et puis j'y répondrai aussi parce que c'est une question qui nous avait été posée dans les commentaires en amont, c'est comment est-ce qu'on fait alors pour choisir ses partenaires, quels critères? Super question, parce que ça a l'air ultra évident, mais ça l'est pas du tout. Évidemment, il y a des entreprises où on sait tout de suite qu'on ne va pas bosser avec elles, mais d'autres où c'est beaucoup plus dur et il y a beaucoup plus de nuances. Et souvent, je me pose souvent plein de questions, je sonde un peu les personnes à droite, à gauche, et même toi, Claire, je te sonde quelques fois. La conclusion, c'est quand une entreprise va me parler d'un nouveau produit qu'elle vient de lancer et qui a l'air 100% clean, la première chose à faire déjà, c'est poser plein de questions à l'entreprise sur l'intentionnalité. Toi, hier, on en parlait, mais pour donner un exemple très concret, sans citer de marque, une entreprise qui m'a contacté il n'y a pas longtemps parce qu'ils avaient développé un nouveau produit qui était une coque pour téléphone 100% recyclée. Et donc à première vue, on peut se dire que c'est une bonne initiative, ça va dans le bon sens. Et en fait, des coques de téléphone, ça sert à protéger ton téléphone et faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Donc on pourrait encourager ce type de comportement. Et donc ensuite, j'aurais posé la question, ok, donc ça c'est très bien, mais ça représente combien dans votre chiffre d'affaires? Et surtout, comment vous voyez les choses à long terme? Donc si aujourd'hui ça représente 1%, mais que vous voulez faire 30, 40, 50%,
moi j'ai pas de problème à travailler avec vous. En revanche, ils n'étaient pas capables de me donner de chiffres, ils disaient juste oui, on compte faire plus. Et dans ce genre de situation, moi je prends pas le partenariat parce que je considère que ça peut être du greenwashing. Donc voilà, c'est transparence, poser des questions, mesurabilité, voir où ils en sont aujourd'hui et c'est quoi l'intentionnalité à long terme. Carrément. De mon côté, si je peux témoigner, en plus de ça, je fais aussi de l'influence avec KPMG, donc ça permet d'expliquer comment j'ai choisi de mon côté de travailler avec KPMG. Il y a plusieurs indicateurs que je vais regarder. De mon côté, je suis plutôt sur de l'activation d'influence en B2B et en marque employeur. Et parmi les critères que je regarde, c'est le côté entreprise à mission et dans quelle mesure est-ce que l'entreprise qui veut venir travailler avec moi pour raconter les défis et les opportunités de transformation, c'est ancré dans un plan d'action accessible et transparent, effectivement. Il y a une deuxième chose que je dois dire, et on n'en parle jamais, je le lis jamais, mais ça dépend de l'équipe. Quand les personnes qui viennent à moi paraissent sincères et effectivement animées par le sujet qu'on va apporter ensemble, ça me met beaucoup plus en confiance. Pourquoi ? Parce que j'essaie de bosser sur des partenariats durables. Enfin, c'est un projet, un point qui a émergé. Je donne un cours à Sciences Po sur ce sujet-là et j'ai demandé à mes étudiants qu'est-ce qui est pour eux important pour éviter l'impact washing. Et ils m'ont dit dans quelle mesure il y a de la cohérence entre le sujet dont on va parler avec la marque et la plateforme de marque et les activités de la marque. Tu voulais rebondir sur ça ? Oui, voilà, il y a des red flags des fois qu'il faut... au début, on s'en rend pas compte, mais ça devient de plus en plus régulier, ça saute aux yeux en fait finalement. Et c'est ce qu'on dit avec Paye ton influence, que vraiment, il y a certains mots, au contraire, ils sont hyper trompeurs parce que tellement de personnes, tellement d'entreprises ont utilisé ces termes sans expliquer que ça a décrédibilisé en fait tout le vocabulaire autour de l'éco-responsabilité, éco-friendly. Même aujourd'hui, il y a des questions sur le Made in France, il faut expliquer tout ce qui se passe derrière parce que c'est pas aussi simple que ça de dire que c'est Made in France. Donc ouais, complètement. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Cohérence et mesure d'impact, ça je crois que c'est le plus dur. Même pour nous en tant que créateurs, comment est-ce qu'on mesure l'impact positif de ce qu'on partage comme message ? Est-ce que tu sais dire, Mamadou, comment tu mesures ton impact positif sur les gens ? C'est dur, mais je pense que c'est important d'avoir l'exigence de la mesure. Ouais, c'est assez compliqué parce que c'est pas parce qu'une vidéo fait 1 million de vues que l'impact il est sur 1 million de personnes. Moi aujourd'hui, c'est vraiment les messages que je reçois ou ce qu'on me dit. Enfin là par exemple au Channel Now, j'ai parlé avec une trentaine de personnes hier. Je pense en particulier à un monsieur qui change de travail et il me disait qu'il a eu 2 éléments déclencheurs. Le premier c'était Ferris Barkat qui est un activiste pour le climat et le deuxième c'était moi. Et du coup quand il me dit ça, je me dis tout de suite en fait l'impact en fait il est très concret et c'est mesurable et je trouve que c'est beaucoup plus parlant quand tu as des histoires en face de toi plutôt que juste avoir des chiffres parce que les chiffres on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, c'est pas forcément très mesurable les vanity metrics. Et là Carla, on a partagé en tant que créateur et créatrice comment nous on faisait pour mesurer le choix, le go no go avec des partenaires. On fait ce que vous recommandez aux annonceurs de votre côté ou aux agences sur comment bien mobiliser les influenceurs sur ces sujets-là et pas nous mettre dans la panade entre guillemets. Déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la communication ne doit pas dépasser la réalité des actes et qu'en fait elle doit être proportionnelle avec ce qui se passe réellement. Moi je pense qu'une communication qui est ambitieuse et qui est sérieuse, c'est avant tout une entreprise qui a un business model sérieux et ambitieux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Faire des coques recyclées, c'est super, mais ça représente combien du chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on voit l'ESG comme une opportunité business ? Est-ce qu'on change le fond de notre business model ? C'est vraiment super important à avoir en tête. Et là, tu parlais des influenceurs. Très souvent, les influenceurs qui communiquent ou qui font des collaborations où il y a du greenwashing, mais c'est souvent malgré eux parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que l'entreprise ne faisait pas les actions à la hauteur de ce qu'elle disait. Pense aussi par rapport aux entreprises, c'est qu'il ne faut pas compter sur les influenceurs pour redorer leurs images. Je trouve que sur un plan éthique, c'est pas très correct et qu'il faut avant tout se changer soi-même, changer son entreprise avant de vouloir communiquer. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, il y a une influenceuse, je ne sais pas du tout qui c'est, mais qui avait relayé un contenu lié à une entreprise dans l'industrie laitière. C'est justement, elle avait contribué et en fait, elle disait qu'elle s'en était pas du tout rendu compte. Et en fait, ce qui est important, c'est pas forcément de dénoncer ce qu'elle a fait, mais c'est juste de dire derrière qu'il y a des influenceurs qui reçoivent beaucoup de propositions commerciales. Et donc, en fait, quand on lit un brief, en général, dans le brief, il n'y a que les éléments positifs. Voilà, il faut juste dire que c'est important de sensibiliser les créateurs et les influenceurs à être beaucoup plus vigilants parce que les briefs, en général, c'est qu'une partie de la réalité. Je rebondis, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est que les entreprises, elles se montrent sous leur meilleur jour, en fait. Mais elles vont rarement mettre en avant leurs limites. Il y a une entreprise que je connais, je trouve, qui est
à suivre, c'est Loom. Donc sur les vêtements, ils disent justement, voilà, nous, nos avancées, on a réussi à faire ça, ça, ça. Par contre, on n'a pas encore réussi pour telle raison, parce qu'on n'a pas trouvé les fournisseurs. Mais en fait, ils reconnaissent un peu leurs limites. Et c'est un peu cette humilité qui est difficile à trouver aujourd'hui dans la communication parce qu'il y a la compétitivité évidemment. Bien sûr. Et je pense que dans les briefs c'est pareil. Et une responsabilité, on l'entend partagée évidemment par le créateur, la créatrice, son agent, qui peut-être doit aussi se former, monter en compétence s'il a un agent ou si elle a un agent. Les annonceurs, les marques, les entreprises. Et puis il y a un dernier acteur, enfin 2 derniers acteurs je crois de cet écosystème, ce sont les plateformes et les abonnés parce que pour certains créateurs c'est un risque. Je pense à Major Movement qui est un créateur de contenu santé plutôt kiné et qui au fur et à mesure va réussir à distiller des sujets d'écologie et qui partage dans certaines de ses vidéos comment le faire avec justesse pour pas se faire embêter dans les commentaires. Comment est-ce qu'on peut d'une part préserver les créateurs et d'autre part inviter les plateformes et les abonnés à monter en conscience et en bienveillance sur ces sujets-là. Vous avez des recommandations, vous ? C'est un grand sujet. Je pense que quelque chose qui est hyper important, c'est de s'entourer dans l'écosystème des influenceurs de personnes bienveillantes qui sont ouvertes d'esprit et qui ont déjà entamé leur démarche de transition écologique. Parce qu'en fait, c'est l'apprentissage par les pairs. Nous, on fait notre travail avec Paye ton influence, mais je pense que ce qui va le plus marcher, c'est de voir ses collègues influenceurs qui vont passer le pas en fait, parce que ça nous donne confiance et on se dit si lui il l'a fait, pourquoi moi j'y arriverai pas. C'est hyper important. Ensuite, se former sur ces enjeux-là, donc comme tu disais tout à l'heure, avec différents dispositifs, que ce soit pour l'influence ou d'autres choses. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve énormément de choses sur la transition écologique. Et après, un dernier point, se rappeler que pour parler d'écologie, il ne faut pas être parfait. Au contraire, je pense que la perfection, elle est contre-productive. On a toutes nos contradictions. Et heureusement, parce que c'est pas le moment possible. où tu nous dis que tu prends des jets tous les matins, c'est ça ? Alors non, pas tout à fait, mais non, mais voilà, vraiment, c'est super important parce que vouloir atteindre la perfection, ça va plus générer de la frustration. Et c'est là, à ce moment-là, où on se dit, en fait, ça vaut pas le coup. Ça donne pas envie. Déjà, ça rend pas l'écologie désirable aussi. Il y a ce problème de rendre l'écologie désirable. Il y a beaucoup de clichés autour de ça. Je pense rester humain. Rester humain. Et humble. Oui, et y aller progressivement. Super important. Petits pas. Ouais, exactement, les petits pas. Voilà. Ok. Merci Carla pour ça. C'est des questions qui te touchent ou pas, Mamadou ? Ça t'est arrivé parfois d'avoir des commentaires qui soient critiques vis-à-vis de tes contenus ? Comment tu t'en préserves ? Sur mes contenus, pas trop. T'as une communauté hyper bienveillante. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, quand ça arrive, moi, je mets en avant des projets d'initiative. Donc, quand il y a des commentaires qui sont négatifs, ça concerne le projet que je mets en avant. Donc, en fait, ça me touche pas et c'est pas personnel. Ce qui fait que j'ai plus de distance, je pense, que Léna Situation qui va parler de sa vie et d'elle, ce qui est pas facile. Mais pour revenir sur comment les créateurs pourraient plus s'engager là-dessus. En fait, je pense qu'il y a 2 types de créateurs. En fait, il y a les créateurs et les influenceurs, mais par exemple, les créateurs qui... je pense à Cyrus North qui va parler de sujets de société, à Hugo Décrypte qui va parler d'actualité. Eux, ils peuvent facilement parler des sujets d'écologie sans forcément qu'on vienne leur reprocher quoi que ce soit. En revanche, pour les influenceurs ou créateurs de contenu qui vont parler de mode ou qui vont parler de voyage, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, moi, ma recommandation, en tout cas, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça serait d'en parler, mais de manière transparente. Dire, bon, écoutez, moi, je sais très bien que je ne suis pas parfait là-dessus. En revanche, je suis conscient de ces enjeux-là. Et moi, ce que je souhaite faire, c'est commencer comme ça. Une fois de plus, je ne suis pas moralisateur. Je pense que chacun commence étape par étape et que c'est comme ça qu'on avance dans la bonne direction. Moi, je le ferai comme ça. J'ai déjà vu des créateurs le faire et en général, ça se passe plutôt bien. Oui, c'est la question de l'incohérence. C'est aussi un sujet de formation parce que nous, c'est des retours qu'on a eu. Une créatrice de contenu qui nous disait qu'elle prenait l'avion très régulièrement, tous les mois, voire toutes les semaines, mais qu'elle compensait et qu'elle était végétarienne. Et en fait, on se rend compte que c'est une question d'ordre de grandeur à avoir en tête, mais que si on est transparent au moins sur ça, dire que j'ai calculé mon empreinte carbone, ça c'est la première chose qu'on préconise. Mais même pour un influenceur ou un individu, calculer son empreinte carbone, c'est une bonne chose à faire pour se rendre compte un peu des chiffres. Bien sûr. Et est-ce que sur ça, peut-être ça pourrait être sur ça qu'on ouvre à nos abonnés, calculer son empreinte carbone, comment est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on réalise ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'ordre de grandeur ? Si là, nos auditeurs veulent le mesurer, ils vont quoi ? Sur le site de l'ADEME, vous avez des recommandations ? Oui, tout à fait. Donc c'est le site de l'ADEME. Enfin, moi je tape empreinte carbone, c'est nos gestes climat. Voilà. Donc par catégorie, en gros, on répond au questionnaire en fait qui est demandé. Et à la fin, il y a l'empreinte qui est affichée, le nombre, et ça nous donne aussi une indication sur le positionnement par rapport aux accords de Paris, parce qu'en fait,
pour atteindre les accords de Paris, il faudrait qu'on ait tous individuellement une empreinte de 2 tonnes. La moyenne en France, elle est à peu près de 10 tonnes, donc ça permet d'un peu se positionner. Ouais. Ok. Excellent. Et puis après, il y a des acteurs de l'écosystème, comme par exemple 2 tonnes, qui est une association qui permet de réfléchir à comment réduire son impact personnel. Peut-être juste conclure en disant que grâce à vos 2 profils, on a réussi à identifier qu'en tant que salarié, vous cherchez à mettre l'impact au sein de votre carrière. En tant que créateur de contenu, en tant que fondatrice d'association, vous le faites aussi en parallèle. En tant que citoyen, citoyenne, vous mesurez votre consommation pour la réduire. Et au milieu de tout ça, vous restez des humains qui parfois peut-être n'arrivent pas à être aussi responsables qu'ils le voudraient, mais chaque matin se lèvent pour faire un peu plus. Je m'intègre aussi dans cette imperfection. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à partager avant de pouvoir donner des questions aux personnes qui sont connectées et aux personnes qui sont dans la salle ? Peu importe la posture dans laquelle on se place, donc en tant qu'influenceur, en tant qu'abonné ou entreprise, de garder cette ouverture d'esprit et de bienveillance. C'est ce qui manque parfois sur les réseaux sociaux, où il manque parfois de la modération. Donc je pense que ça, c'est important pour que tout le monde puisse avancer dans le bon sens finalement. Pour compléter, j'aimerais citer une personne qui s'appelle Jean-Louis David, je crois, il me semble. Et en fait, il disait qu'avoir de l'impact, c'est être acteur sur sa zone d'influence. Et je trouve que c'est une phrase qui est ultra puissante parce qu'on a tous une zone d'influence. On est tous fils, on est tous parents, employés, salariés, chefs d'entreprise. Et en fait, on a tous une zone d'influence. On n'est pas forcément tous Barack Obama, on n'est pas forcément tous président de la République ou quelqu'un avec beaucoup de renommée. Mais chacun sur notre zone d'influence, on peut convaincre une personne qui en convaincra une autre. Ça, c'est pour dire que si on est tous acteurs, on fait tous partie de la solution. Trop bien. Merci Mamadou pour cette ouverture. On s'abonne à The Impact Story sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Mamadou Dembélé. YouTube, ok. On s'abonne à Paye ton influence sur Instagram, LinkedIn, et puis on s'abonne aux Pépites Vertes et à KPMG évidemment. Merci à tous les 2. Je pense qu'on va avoir le temps de pouvoir prendre quelques questions. Est-ce que vous pensez qu'en tant que follower d'influenceurs, on peut avoir un impact pour essayer de le faire progresser dans son changement aussi écologique ? Ouais, je veux bien répondre. Ouais, c'est très simple. Il suffit d'envoyer un DM. Et pourquoi je dis ça ? Parce que moi, chaque fois que je reçois un DM, je le prends vraiment personnellement parce que du coup, je sais que la personne elle a pris son temps pour m'envoyer un message. En général, quand c'est en privé, c'est bienveillant. Et à chaque fois que j'ai reçu un message où je sais pas, il y avait un point de vue critique et que le message était toujours sous forme, dans le respect et que c'était bienveillant, je me remettais en question sur certains points et je pense que c'est le meilleur moyen pour toucher quelqu'un que tu suis. Ouais, je pense surtout faire super attention à la forme. Nous, c'est un peu la question aussi avec Paye ton influence, d'être dans la sensibilisation et dans la pédagogie plutôt que dans la culpabilité ou ce genre de choses qui peuvent frustrer du coup la personne. Un grand merci à tous les 2 d'être venus sur ce plateau à la Friends pendant Change Now. Un grand merci aux personnes qui étaient présentes pour nous écouter, aux personnes qui étaient connectées. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, on continue à s'engager dans toutes nos casquettes. Merci. Merci. Merci.